Eh bien le bonjour, chers arpenteurs de la zone et vous autres divers stalkers qui souhaitez en savoir plus, comme moi d'ailleurs, sur un gros morceau qui va concerner les combats dans cette cinquième session de lecture et découverte des règles. Bon, on va y aller direct, hein. J'ai pas d'enchaînement d'intro à faire en particulier. Je me suis calé sur la page 27. Attaque des Stalkers, oui, puisque nous avions terminé la précédente découverte par les armes et nos diverses possibilités de leur adjoindre des accessoires. Donc on est bon. À chaque fois, les combats, ce sont des gros morceaux. Il y a potentiellement pas mal de points de règle sur lesquels il va falloir faire gaffe. Là où j'ai confiance, c'est que, je le redis, jusqu'à présent, on a eu des règles plutôt soft. Alors soft, non pas qu'elles soient amoindries par rapport à d'autres jeux du même genre, mais soft dans le sens où très compréhensible à la première lecture. Ça fait vachement plaisir. C'est pas toujours le cas hein, avec Awoken. Alors, tout dépend du traducteur, mine de rien. C'est obligatoirement que ça a un gros impact. S'ils parlent le même langage que nous, ok, alors on y va. Attaque des stalkers. Et après, ils enchaînent avec l'attaque des entités. Le plomb est une monnaie acceptée partout. Les attaques sont des actions qui permettent d'engager l'ennemi. On les trouve généralement sur les armes, mais également sur diverses cartes. Ah oui, comme l'objet grenade frag par exemple. Il existe également une action d'attaque de base, l'action poignard. Afin de pouvoir effectuer une attaque, votre stalker doit dans la plupart des cas disposer de la portée suffisante et ou d'une ligne de vue vers la case de la cible. Sauf indication contraire, vos attaques ne peuvent cibler que des figurines ennemies. Oui. Par contre, est-ce qu'à un moment ou à un autre dans la zone, on va se faire embrigader le cerveau par un psionique par exemple et que l'on va devoir faire une attaque sur des potes? Peut-être. J'allais dire ce serait rigolo, non pas du tout. Alors, notre séquence d'attaque. Ah tiens d'ailleurs, en parlant de séquence d'attaque, on n'a pas de carte mémo pour les rounds de combat, savoir comment ils se déroulent. Donc, attention à ça. Donc, notre séquence. Pour effectuer une attaque, suivez les étapes suivantes. Choisissez une action d'attaque et une cible légale. Quand vous attaquez avec une arme, la cible doit se trouver dans la portée maximum de l'arme et en ligne de vue. Portée max, elle est indiquée ici. Hein. Avec le Viper 5, c'est 5. Oh, petit bonhomme, je t'ai oublié. Excuse-moi. Dans l'intro, ben voilà, j'ai peint ma première figurine Stalker. Alors j'ai choisi le plus facile, celui qui ne possédait pas beaucoup de détails finalement, hein, comparé à un Stalker comme ça. Qui a des poches, qui a différentes parties du corps que l'on pourrait faire ressortir. Bon, je vais faire soft quand même, hein, de toute façon. Donc, bah, bienvenue à toi. Alors, j'ai peint celui-ci, je m'en suis débarrassé, vraiment, c'est typiquement ça, dans le sens où lui, là, ne sert à rien. Il n'a aucune... il apporte aucune immersion. C'est ça ce que je veux dire. Tiens, je vais commencer par lui maraver la gueule tout de suite, dans le sens où bah, Vélette, on sent que c'est un combattant, pas un scientifique. Là, clairement, c'est un type qui, je sais pas, il va en reconnaissance ou quoi? Lui, c'est un combattant, combattante, combattant. Ils ont tous des postures. Ah, ce serait elle, étincelle avec son casque.
Ah, je l'ai trouvé, j'avais pas percuté. Ou alors je l'ai zappé. Toi, tu serais étincelle, ma pauvre. Ou mon pauvre. Non? Ma pauvre. Tac, 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 tac. Je veux savoir. Et réputé et oui, c'est bel et bien une pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Trompe la mort. Si vous avez 6 points de vie ou moins, recevez un jeton concentration. Elle peut défausser un objet grenade pour placer un pion piège. Capacité jeté U. Ça joue aussi avec les pièges. Bon, d'accord. Ah, je l'ai trouvé. Ah, il y en a un autre. Ah, je rêve. Ils me font mentir. Expert en artefact. Ah, ok, bah ce serait plus Viteur. L'expert en artefact. Ouh la vache, 14 points de vie, mon pauvre ami. Ouïe, 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 ouïe. Bon, en multi. En solo, je ne me vois pas jouer ce type de héros, de stalker. Bon, en tout cas, la seule chose qui me reste à faire avec lui ou elle, c'est lorsqu'il arrêtera de flotter une pluie radioactive sur la zone Tourangelle, ce sera de lui mettre le vernis qui va bien et il et elle sera terminé. Alléluia. C'est cool quand même. Bon, on n'est pas là pour parler peinturlure, mais pour parler de nos fameuses armes. Portée 3, ok. Certaines armes demandent de surcroît d'être à une portée minimale de la cible. Oui, tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a une portée effective, hein, celle qui est optimale lorsque l'on fait un tir. Et si je me souviens bien, c'est que si sur un dé vert, on prend la face avec 2 succès, on multiplie par 2, ce qui fera 4. Alors, les attaques non armées précisent la portée dans laquelle elles peuvent être effectuées et si la cible doit se trouver en ligne de vue. Les attaques non armées. Ah, bah par exemple, bah, très bon. Étincelle et puis... non, étincelle principalement qu'on vient de voir. C'est vrai que on peut considérer que c'est une attaque non armée dans le sens où si elle utilise pour faire des dégâts un piège sur le terrain, c'est pas une arme qu'elle possède directement. Ok, donc ça, premièrement, on choisit une action d'attaque et une cible légale. Ensuite, n'oubliez pas de décaler votre pion tour d'un cran vers le bas puisque c'est une dépense d'action normale lorsque l'on attaque. Et on dépense toutes les munitions possibles en fonction du type d'attaque que l'on va choisir. Par exemple ici, un coup par coup, une balle, rafale, 3 balles. Placez le pion à tension indiquée en fonction de ce que va nous indiquer justement la carte de l'arme. Rouge, rouge ici. Sans préciser où. Alors non, non, non. Placez le pion attention. Si l'attaque place le pion attention sans préciser où, placez-le sur votre case. Je tire. Je le place sur ma case. Si l'attaque place votre jeton attention jaune et que le rouge se trouve déjà sur le plan, rouge devient prioritaire, on ne retourne pas jaune pour aller le mettre ailleurs. Pour rappel, si vous êtes dans la ligne de vue d'un ennemi, votre pion rouge se trouve toujours dans votre case. C'est excellent qu'il fasse un rappel là-dessus. Parce qu'à la deuxième lecture des règles pour la création du mémo, au moins, c'est vraiment l'occasion de le rappeler, ça. À chaque fois qu'on est repéré, on est systématiquement comme ça. Ensuite, on va aller choisir une partie du corps. Alors ça, c'est un point de règle qui ne me plaît pas dans le sens où, oui, c'est tactique et stratégique, mais on choisit la partie du corps avant. Ça, c'est dans le mode normal. Si vous souhaitez faire une variante, vous pourriez très bien dire je tire, je lance les dés. En fonction du résultat, je peux dire ah ouais, 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 c'est cool, je peux le toucher à la tête.
C'est vraiment beaucoup plus facile et ouais, un moyen d'accélérer les combats peut-être. Oui, c'est ça. Ça va accélérer les combats. Par contre, là, on est sur la règle de base, c'est-à-dire on choisit la partie du corps. Si l'attaque vous permet de choisir une partie du corps, faites-le maintenant. Sinon, ciblez le torse. Ah ok. Les parties du corps peuvent disposer de tables de toucher différentes qui offrent un équilibre entre la difficulté pour toucher et l'effet produit. Oui, c'est vraiment sympa parce que là, c'est très stratégique et on est dans de la belle escarmouche. J'ai envie de le toucher à la tête. Alors, Vélette, de base, pour son tir, il a 2 dés jaunes. Je vais lui balancer une rafale avec 3 balles que je défausse. Ce qui rajoute 2 dés verts. Rafale plus 2 dés verts. Mon pion, attention, face rouge. Vous pouvez répartir les succès et les effets entre la cible et tous les ennemis sur sa case. Ah oui, d'accord. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de le dégommer. Et on n'oublie pas que tous les 3 masques sur les dés jaunes, ça permet d'aller lui coller tchouk tchouk tchouk, la vulnérabilité. Ça, ce serait mon pool 2D de base. Ouais, il a rien d'autre. Je veux donc un tir à la tête. Lancez les dés. Lancez les dés jaunes indiqués sur votre carte Stalker, plus les dés verts supplémentaires octroyés. Reste là, toi. Octroyés par l'arme. Les attaques non armées indiquent combien de dés jaunes et dés verts doivent être lancés. Lancez également tous dés jaunes verts octroyés par d'autres éléments du jeu ou accessoires. Ah oui, c'est vrai. J'aurais pu avoir un accessoire. Et c'est là où on peut se dire, bah, tant que j'ai pas d'accessoire spécifique, faut peut-être pas s'embêter d'essayer d'aller chercher un tir à la tête. Tiens d'ailleurs, si je veux faire 9, 3 et 3, 6. Ah bah oui, si c'est faisable. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Au max, je pourrais faire 10. C'est improbable. C'est vraiment improbable. Alors, toujours est-il que... Alors, on ne lance pas sur le plateau de jeu, on est bien d'accord. Hein. C'est pas un jeu de quilles. Donc là, je n'arrive pas à lui viser la tête. Ah tiens, ce serait intéressant après de savoir si on applique quand même l'effet des bonus en masque. Donc, il aurait une vulnérabilité. Ou bien si il faut toucher pour ça. Alors, si vous disposez d'un jeton concentration ou tout autre effet, vous pouvez l'utiliser maintenant et le jeton concentration va nous permettre de le défausser pour relancer les dés de votre choix. Ah ok. Je veux relancer celui-là et... Non, que celui-là. Tiens, ça c'est un effet spécial qui est lié à l'arme, je crois, hein, quand on a la face blanche. 2, 4, 5. Bon, je n'ai fait que 5. Ok. Résolvez les résultats. La plupart des attaques vous autorisent à dépenser des masques pour appliquer des effets supplémentaires. Un même effet peut être appliqué plusieurs fois, du moment que vous disposez des masques nécessaires. Donc on peut appliquer l'effet masque même si on n'a pas blessé la cible. Comptez les succès obtenus, comparez-les à la valeur de touche. Résolvez l'effet du seuil le plus élevé atteint pour cette partie du corps. Ah oui, alors ce qui est intéressant pour viser le torse, c'est qu'on a différents degrés d'effet de blessure sur le torse en lui-même. 2, 4, 5, dommage. À un succès près, je lui aurais fait une blessure légère. Si vous effectuez une attaque armée à portée effective de votre arme, n'oubliez pas que chaque double
compte comme 4. Oh la vache, ça change tout. Incroyable. Vous voyez, je l'avais déjà oublié, hein. Ça va être super important. Alors, est-ce que j'étais dans ma portée effective? Oui. 0 à 2 cases. Ah, on peut tirer en étant sur la même case. Bon, en même temps, on n'a pas d'arme de corps à corps, hein. Mis à part le poignard, c'est très léger. Donc là, ça fait 4 et 4, 8 et un 9. Bim, pleine tête. Ah, c'est game changer, hein, ça. Oh, oh, oh. J'avais envie de dire game changer. C'est stylé. Ok, si vous infligez une blessure légère ou grave, piochez une carte blessure d'ennemi, appliquez-en les résultats. Alors admettons, on en revient à notre torse, là, blessure légère. Blessure ennemie, c'est où ça? Activation, anomalie. Ah, c'est les cartes là? Ah bah mince alors. Blessure ennemie. Événement, activation rouge, activation jaune, les cartes, les anomalies. Ah, ce sont les petites cartes là. Ah oui, alors, dans mon porte-carte, là, c'est idiot ce que j'ai fait parce que j'ai un mémo visuel sur les petites cartes du jeu. Faut que les blessures, je les mette là. Et les cartes de contrôle, on ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est une grande carte. Ça va dans l'autre porte-carte. Ok, donc on a des blessures ennemies. Crac, je fais ça, j'en prends une. On a dit que c'était une blessure légère. Cet ennemi reçoit un jeton vulnérabilité que je lui aurais donné de toute façon avec mon quota de masques. Pour l'instant, on va lui en donner 2 et on verra l'application. Si vous disposez de masques non dépensés, c'est votre dernière chance de les dépenser pour appliquer des effets supplémentaires. Alors entre les deux, il nous disait que si on ne parvient pas à atteindre l'un des seuils pour toucher, l'attaque rate. Ok. À côté, on nous rappelle ce que vont être les masques. On va aller voir ça. Si vous n'avez pas tué l'ennemi ciblé, orientez-la face vers votre stalker. Ok. Bon, là, on a un exemple. C'était relativement clair dans tout ce qu'on a eu en détail, hein. Alors, il décide d'attaquer un snork, une attaque au coup par coup. Il doit décaler son pion tour d'une case vers le bas. Il défausse une munition. Il lance 3 dés parce que sur sa fiche, on voit qu'il lance 3 dés en shooting. Plus un dé vert octroyé par son arme, ok. Il choisit de viser la tête. Il obtient 3, 4, 5, 6 succès de masque. Pour la tête, c'était seulement 6 contre un snork. Le lancer de dés étant suffisant, il inflige 1 point de dégâts, ce qui suffit à l'abattre. Parce qu'on voit qu'en haut à gauche, sur la fiche du snork, il ne possède qu'un point de vie. Donc c'est suffisant pour atteindre 6 touchés tête. Si Parkan avait obtenu moins de 6, il ne l'aurait pas tué. Il aurait néanmoins pu dépenser les 2 masques obtenus pour utiliser le trait suppression de son arme pour infliger un pion neutralisé à la cible. Ok, bah c'est super clair, c'est bien. On en revient au masque. Certaines phases de dés jaunes affichent les symboles masques, utilisés pour appliquer des effets supplémentaires que l'on trouve généralement sur les armes. Ces effets peuvent être appliqués plusieurs fois, ok. Et si différents effets sont disponibles, on peut choisir d'en appliquer plusieurs du moment que on paye systématiquement le coût en masque. Chaque fois qu'on utilise un tel effet, on retire le nombre de masques requis au résultat du dé de lancer. Ces effets peuvent être utilisés avant ou après avoir vérifié si l'attaque touche.
Ça, c'est génial parce que malheureusement, dans pas mal d'autres jeux, on ne peut pas appliquer un effet négatif sur un ennemi si l'attaque n'a pas touché. Parfois, ça peut être logique, d'autres fois, ça n'est pas spécialement logique. Bon, là au moins, et c'est encore un très bon point mécaniquement à mettre au crédit de Stalker, c'est que ils peuvent être impactés par nos effets de masque indépendamment des effets de touche. Alors c'est bon signe certes, là où ça pourrait être mauvais signe, c'est que on pourrait se dire que le jeu est tellement dur qu'il vaut mieux avoir ce genre de règles à notre bénéfice. Non, on va simplement raisonner sur le fait que les créateurs n'aiment pas forcément les jeux trop punitifs, tiens, on va dire ça. Alors on pourrait attaquer plusieurs ennemis. Ah, avant ça, pardon, tu vas revenir. Je voulais voir si on arrive à mettre 2 vulnérabilités à un ennemi. Ça fait quoi? Alors, si un ennemi doit subir une blessure légère, ah ouais, il subit une blessure grave à la place. Défausser ensuite le pion. Si l'ennemi doit subir une blessure grave à la place, il subit 2 dégâts et on défausse le pion. Ok, ouais, c'est pas mal. Par contre, le pion est défaussé dès que l'ennemi se déplace. Ouais, c'est une vulnérabilité sur l'instant. Alors par contre, j'ai bien peur que en solo, au cours d'un même round, si un ennemi se prend un pion vulnérable, ah ouais, si, il faut lui retirer dessus tout de suite pour le bénéfice de la vulnérabilité. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que, première action, je me déplace, ligne de vue, je lui shoot dessus, je lui mets une vulnérabilité. Je dois me mettre à, à distance de sécurité pour ne plus être dans sa ligne de vue tout de suite. Donc là, le pion vulnérabilité qui va augmenter le degré de blessure ne servirait plus. Puisque quand j'aurai fini mes actions, il se déplace, il les perd. Bon, il y a de la tactique à appliquer avec ça. Ok. L'attaque sur plusieurs ennemis. Certaines attaques permettent d'affecter plusieurs ennemis à la fois. Les plus courantes sont les explosions de grenades, les salves de fusils de guerre ou la dispersion des tirs de fusils de chasse. Alors, les attaques en rafale et le mode automatique. Rafale, ouais, c'était là. Vous permettent de répartir les succès obtenus, ainsi que les effets supplémentaires, ok, entre la cible principale et tous les ennemis adjacents dans la ligne de vue. Sauf que dans le cadre d'une grenade, si on la jette là, comme il y a une aire d'effet, ça va aussi impacter un ennemi qui se trouve là et qui n'est pas dans notre ligne de vue par rapport au mur ici. Mais c'est une grenade, c'est normal, tout à fait compréhensible. Effet explosif. Le trait fusil de chasse et objet explosif permettent de toucher tous les ennemis situés dans une ou plusieurs cases. Avec de tels effets, ne lancez les dés qu'une seule fois et on applique les touches, les succès à tous les ennemis touchés dans l'aire d'effet. On a une règle sur les relances multiples. Il n'y a aucune limite au nombre de fois qu'un dé peut être relancé tant que la relance provient d'une source différente. Ça casse les codes que nous connaissons dans ces jeux de ce type. D'habitude, un même dé ne peut être relancé qu'une seule fois, quelle qu'en soit la source. Quelle que soit la source de la relance. Alors que là, c'est l'inverse. Si j'ai 3 relances potentielles, je peux à chaque fois en consommer une pour relancer un nombre de dés comme je le souhaite. Encore là, c'est un aspect en faveur du joueur. C'est très bien. Les blessures des ennemis. Alors, parfois, il n'y a rien d'autre à faire que de tirer dans le tas. Et là, on va parler de toutes les cartes blessures. Lorsqu'une entité subit une blessure légère ou grave,
Piochez la première carte du paquet blessure, résolvez l'effet correspondant au type légère ou grave, ok, et on la défausse. Ah, la résolution d'une carte blessure peut entraîner 6 résultats différents. La vache. En 1, recevoir un pion vulnérable que l'on met à côté de la silhouette. Recevoir une vulnérabilité et un pion neutralisé. Pareil, on met à côté de la silhouette. Si l'ennemi subit la blessure à la suite d'un effet d'un jeton vulnérable, il reçoit quand même la nouvelle vulnérabilité. Il s'agit du moment où une entité peut être affectée par 2 pions vulnérabilité en même temps. Ok. L'un des 2 pions est cependant immédiatement défaussé. Très bien. Encore une fois, c'est super clair, c'est cool. Ensuite, si cet ennemi est déjà doté d'un pion neutralisé, il est poussé. Sinon, cet ennemi reçoit un pion neutralisé. Ah oui. Vous allez soit placer un pion neutralisé, soit l'ennemi en a déjà reçu un, vous devez le déplacer d'une case en l'éloignant de vous. Cet effet ne peut pas être interrompu. S'il n'existe pas de case libre permettant de l'éloigner, ne le déplacez pas. Alors, l'éloigner de nous, ça impliquerait quoi dans le cadre des angles? Bah là, je l'éloigne, hein, j'applique, alors je le défausse, mais j'applique le fait de le repousser. C'est l'impact, en fait, la balle qui vient de se prendre, qui l'éjecte. Alors, il y aura peut-être une précision sur la poussée. Je me demande si on ne l'avait pas eu d'ailleurs déjà, ça me parle. Ok. Quatrième effet, moins 1 point de vie. La plupart des ennemis n'en possèdent qu'un pour les éliminer. S'il y a par contre plusieurs points de vie sur sa fiche, on vient chercher les pions gouttes de sang pour les mettre à côté de la silhouette. Ok. Si cet ennemi... Ah oui alors. Si c'est une entité qui n'est qu'en un seul exemplaire sur le terrain, on peut mettre le dégât sur sa fiche. S'il y a plusieurs exemplaires des mêmes ennemis, on vient mettre par contre directement sur la silhouette. Pour qu'on ne se mélange pas les pinsales. Cinquième effet. Alors, si l'ennemi a déjà reçu un pion vulnérable et moins 1. Quoi? Sinon, cet ennemi reçoit un vulnérable. Ah non, c'est que s'il a déjà un pion vulnérable, il se prend moins 1 à la place. Mhm. Ah bah oui, puisque c'est en fonction du degré de blessure. Ok. Dernier effet, mélanger ensuite ce paquet. Ah oui, d'accord. Cet ennemi perd un point de vie. La plupart des ennemis n'en possèdent qu'un, ça peut les éliminer. Mélangez ensuite toutes les cartes blessures, y compris celle-ci, afin de recréer le paquet. Ah oui, sinon c'est une carte qu'on vient défausser. Blessure grave, grave, ouais. Grave, ah ouais, voilà, c'est là. Moins un point de vie, mélangez ensuite le paquet. Il n'y a qu'une seule carte comme ça. Ouais, qu'une seule carte comme ça. Ok. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Est-ce que c'est un avantage de recréer le paquet? Oui, probablement. Probablement. Bon, on verra les divers effets au moment de les shooter. En mémo, la réserve d'ennemis. Ah, oui. Au début de chaque mission et à chaque fois qu'un nouvel ennemi apparaît,
il vous sera demandé de préparer un nombre donné de silhouettes. Certaines pourront être directement placées, tandis que d'autres seront mises de côté. L'ensemble constitue la réserve. Cette réserve indique le nombre maximal de silhouettes des ennemis pouvant se trouver sur le plan en même temps. Ok. Et puis la limite de pions. Une entité peut recevoir un maximum de un seul pion neutralisé et un pion vulnérable. Si l'entité doit recevoir un pion supplémentaire, elle n'en reçoit pas un second. Ça vient contredire la règle de la vulnérabilité. Alors attention à ça, va falloir reprendre pour bien détailler l'un et l'autre, hein. Dans quel cas oui et quel cas non. La mort des ennemis. Quand les blessures tombent à 0, ils meurent. Alors, non. Oh, quelle grave erreur de MJ. Ce pas les blessures qui tombent à 0, ce sont les points de vie. Quand les points de vie tombent à 0, ils meurent. Lorsque ça se produit, on le retire. Ça va dans la réserve. Et il pourra éventuellement revenir en jeu par le biais des ennemis mystères. Abandon de butin, oh la vache, comme dans Gloomhaven, il va falloir y penser. Avec, c'était quoi? C'était des pions or, il me semble. Abandon de butin. Dans la zone, les humains transportent diverses pièces d'équipement. Lorsque vous en tuez un, il y a généralement quelque chose à récupérer sur le cadavre. Les mutants, en revanche, ne possèdent rien. Il y a peu de chances qu'un snork transporte un AKM dans ses poches, n'est-ce pas? Lorsqu'un ennemi humain meurt, placez un pion butin dans sa case. Lorsque c'est un mutant, c'est une négation. Ne placez pas de butin dans sa case. Butin de butin, va falloir vous le dire combien de fois. Ok, donc c'est cool pour les ennemis humanoïdes. Encore faut-il que tactiquement on puisse aller les chercher, ces butins. C'était ça les butins? Non, ça ce sont les silhouettes. Alors, il y a beaucoup de pions. Butin, il y a de quoi se faire plaisir. Qu'est-ce que ça nous propose? Un accessoire de rang 1. Allez, un objet. Un objet, cool. Deux objets, allez. Un chargeur de fusil automatique. La même, un chargeur d'armes de poing. Un objet, ouais, c'est pas mal. Oh, 3 boulons. Un accessoire de rang 1, accessoire de rang 1. Ouais, c'est bien. Bon, ça veut dire clairement que les objets sont sympas à aller chercher, hein. Des cartouches, un artefact. Alors on se rappelle, hein, attention aux artefacts parce que ça a un impact sur notre compteur GGR. Dans l'ensemble, c'est quand même un très bon bonus. En espérant que dans le cadre d'une campagne, nous allons pouvoir conserver nos découvertes d'un scénario à l'autre. Ok, donc 2 pages très soft sur l'attaque des stalkers, hein. Bon, sauf cette histoire de limite de pion qui m'a fait m'interroger, mais sinon très bien. Alors justement, les fameux pions Statue. Merci pour votre participation, chers mercenaires. Vous reviendrez dans pas longtemps, je crois. Pendant la mission, les stalkers et les ennemis peuvent recevoir les effets suivants qui sont indiqués par les pions. Alors, les lésions critiques. Oui, ça on l'a vu déjà, hein. Nous, ça nous affecte. Quand on se prend une lésion critique, ça nous bloque une action. Sur notre plateau, on peut très bien recevoir 2 lésions critiques. Si on devait subir une 3e lésion critique, c'est la fin de nous. Est-ce que là, on a le mémo lésion critique? Oui, en bas. Quand vos points de vie tombent à 0. Ah oui, c'est vrai.
Placez un pion lésion ici. Ce pion limite le nombre d'actions que vous pouvez effectuer lors du tour concerné, le 1 ou le 2, voire 1 et 2. Ok, donc statut négatif. Ah, d'abord, on nous dit, il y a un petit gars qui nous parle. Hémorragie, côte cassée, traumatisme crânien. Au bout du compte, c'est un peu la même chose. Un pas de plus vers la mort. Lésion critique, donc statut négatif, quand les points de vie tombent à 0, on vient le mettre sur le contour, ce qui nous pénalise d'une action. C'est bien ça. Quand on perd des points de vie en étant déjà à 0, vous recevez une deuxième lésion critique, donc seconde colonne. Quand vos points de vie remontent au-dessus de 0, défaussés. Ah d'accord. Ah ouais, donc en fait, en étant à 0, on continue de jouer. La seule chose, c'est que le moindre point de vie perdu de nouveau, qui sont censés nous faire aller dans les négatifs, à la place, on se reprend une critique. Mais dès que nos points de vie, ne serait-ce que de 1, remontent au-dessus de 0, on les défausse tous. Ah, ça c'est sympa. Petite remise sur pied. Ouais, alors, c'est symbolique, hein. Ok. Une notion importante, autant on va enlever les lésions critiques au moment où on repasse au-dessus de 0, mais on ne remonte pas notre compteur de tour, hein. On ne regagne pas une action tout de suite. Ok. Ça paraît logique. L'exemple, l'exemple est très clair, hein. On reçoit une lésion critique, on descend vers le bas, on perd une action. Si vous avez déjà reçu 2 lésions critiques et que vous perdez de nouveau des points de vie, votre stalker meurt. La mort entraîne l'échec de la mission. Les cartes objectifs détaillent la procédure à suivre dans un tel cas. Donc, nous ne voulons pas de lésions critiques. Sachant que les lésions critiques ne vont concerner que les stalkers, jamais, ou alors par un effet de carte particulier, mais sinon ça ne concerne pas les entités. Maintenant, nos jetons concentration. Quand on est concentré sur la tâche à accomplir, tout est plus facile. La concentration est un statut positif. On peut l'obtenir en fonction des actions. La plus courante, c'est l'action de base préparation, qui a différents effets. Un stalker ne peut jamais posséder plus de 1 jeton concentration. C'est bien dommage. Mais on a différents moyens d'en avoir un. Ou bien par le stalker de tête, un tour sur 2. Non, pas un tour sur 2, ça c'est un tour. Un round sur 2, recevez une concentration. Ou alors par l'action de préparation. Ça fait déjà 2 moyens, pas mal. Un stalker peut défausser sa concentration pour relancer les dés au pluriel de son choix, ok. Quel que soit le lancer, que ce soit une attaque, une défense ou une activation d'anomalie. Même sur ce dé-là, on peut défausser une concentration. Ouh, il fallait pas que je tombe sur ce symbole parce que aïe aïe aïe, je suis sur la case, c'est pas bon signe. Je relance, je défausse et je relance. Voilà, là il se passe rien. Très bien. Donc attaque, défense et anomalie. Ok. Certaines actions requièrent que le stalker possède ou dépense une concentration pour être effectuée. Ah ouais. Par exemple, tant que le stalker possède une concentration, l'action de base rechargement devient une action gratuite au lieu d'une action standard. C'est pas mal. C'est même très très bien. Mais malheureusement, un seul jeton comme ça. Alors c'est marrant parce que pour un jeu aussi tactique, en statut on n'en a que 4. Ça peut paraître peu, mais j'ai envie de dire tant mieux parce que ça allège quand même les règles. Et rien qu'avec ces 4-là, on a beaucoup de possibilités d'action.
avec différents degrés d'utilisation. Non, c'est vachement bien pensé, hein. Ok. Après, on a la neutralisation. Donc ça, c'est la punaise. Vous faire renverser, glisser sur des feuilles humides ou être sonné par l'explosion d'une grenade sont autant de situations dans lesquelles vous devez vous ressaisir. La neutralisation est un effet négatif qui va limiter nos actions. Alors, à nous ou à une autre entité, hein. Si nous sommes neutralisés, on vient placer le jeton sur... Alors ça, on l'a pas vu encore, tiens, ils n'y ont pas fait référence. Sur l'un de ces pions tours. Que ça. Ok. Si c'est un ennemi, c'est à côté de la silhouette. On ne peut recevoir, nous comme n'importe quel ennemi, qu'un seul jeton de neutralisation. Pour les stalkers, on, on ne peut plus effectuer que l'action suivante. Ah d'accord, la défausse du jeton. D'accord. Tant qu'on a ça, la première action à faire, c'est je m'en débarrasse. Ok. Seul le stalker qui est affecté par la neutralisation peut effectuer la défausse. Recevoir un pion neutralisé particulièrement dangereux. Si le stalker a une lésion critique et... Alors attendez. Si on a une lésion critique, une neutralisation, et c'est quoi la totale? Et qu'un ennemi se trouve à proximité. Ah ouais, parce que notre seule action, ça va être de l'enlever. Euh, Alors qu'est-ce qu'il mettait au-dessus? Seul le stalker peut le défausser, les autres stalkers peuvent toutefois couvrir sa position le temps qu'il récupère. Oui, certes. En solo, ça devient un peu plus contraignant par contre. Wow. Et un ennemi qui va être affecté par la neutralisation devra réagir à la fin du tour d'un stalker. Eh bien non, il ne pourra pas. À la place, il est obligé d'enlever la neutralisation, donc ça l'empêche d'agir. Donc il n'est pas activé lors de la résolution d'une carte activation des ennemis. Alors, si un ennemi reçoit la neutralisation lors d'une des étapes de la carte activation des ennemis, il n'est pas activé lors des étapes suivantes de la carte. Ah oui, d'accord. Il veut commencer à agir, il se prend un éclair, il est neutralisé. S'il y a encore 2 lignes d'action sur la carte, les autres les font, mais pas celui qui vient d'être neutralisé. Et de toute façon, en fin de round, lors de la phase euh, ennemi et zone, on défausse tous les pions neutralisés. Bon, ça permet de gagner un tour quand même, hein. Et on en revient aux pions vulnérables une fois de plus. Lorsque votre attaque blesse légèrement votre adversaire ou qu'elle détruit le meuble derrière lequel il s'abritait, il devient vulnérable. C'est le moment idéal pour en finir. Vulnérable, statut négatif, qui va rendre une entité plus sensible aux attaques. On place à côté de la silhouette ou de la figurine et on ne peut recevoir qu'un pion vulnérable à la fois. Là, c'est une redite. Tac, tac, tac. Défaussé. Ok. Bon, c'est peut-être moi qui ai bugué quand j'ai cru qu'à un moment ou à un autre, on était autorisé de leur en coller deux, hein. Alors, quand c'est nous qui sommes affectés par une vulnérabilité, les dégâts qu'ils subissent sont augmentés de 3. Oh putain, ouais, effectivement. Et on défausse. Cela signifie généralement que le stalker va perdre 3 points de vie de plus. Eh oui.
à moins qu'ils ne parviennent à compenser à l'aide d'autres modificateurs de défense. Ouais. Dès qu'on est affecté, que l'on se déplace, le pion est défaussé. Ah bah comme avec les ennemis, ok. Peu importe la source de ce déplacement. Donc on pourrait se faire pousser par un pote. Je sais pas si s'ils avaient dit que c'était autorisé ça de pousser. Ah oui, alors pousser, c'est pas une action en soi. Mais si mon petit Vélette il est affecté et que étincelle se pointe, elle le pousse, c'est un effet de déplacement, ça retire la vulnérabilité. Là, tactiquement, je suis pas sûr de mon coup, hein. Merci, étincelle. Ok. Les stalkers peuvent facilement se débarrasser de ce statut, mais s'ils omettent de le faire, ils doivent s'attendre à subir de lourds dégâts. Ah ouais. Ça, c'est un coup à se faire auto-piéger. On oublie de se déplacer, on reste sur place. Il y a un ennemi qui se pointe, on se fait tirer dessus et allez, c'est gratuit, 3 points de vie en moins. Ok. Alors par contre, les ennemis, quand ils doivent subir une blessure légère à la place, ce sera une blessure grave. Et on défausse. S'il doit subir une blessure grave à la place, c'est moins de points de vie. Et on défausse. Et dès qu'un ennemi doit se déplacer, on défausse. Et comme avec nous, peu importe la source du déplacement. Bon, bah super, les pions de statut, c'est vraiment aussi soft, hein. C'est bien. Alors, nous, on a agi, certes. On sait comment attaquer, l'utilisation de nos armes, ne pas oublier la dépense de nos munitions, ne pas oublier les dés verts, les dés jaunes, la zone que l'on cible sur l'ennemi, l'application des masques. C'est bien. Et maintenant, les pépères. Phase des ennemis et de la zone. Est-ce que j'ai pas oublié de paragraphe en jaune? Non. À vous de jouer, les gars. Lors de cette phase, vous allez effectuer diverses tâches indiquant l'écoulement du temps. Vous allez... Ah mais non! Phase des ennemis et de la zone. Ah, c'est que l'attaque ennemie va être après. Ok. Ok, ok, mais oui. Puisque ça fait partie de leur phase à eux. D'accord. Donc lors de cette phase, donc c'est celle qui clôt le round, vous allez ressentir les effets des radiations accumulées au cours de vos pérégrinations. Les effets temporaires vont s'estomper, de nouveaux ennemis vont apparaître et, plus important, les ennemis vont être activés, ce qui va leur donner l'occasion de vous traquer. Lors de cette phase, les différentes étapes sont résolues dans l'ordre suivant. On active les ennemis, on s'expose aux radiations et à la réduction, on défausse les pions, euh, visibilité nulle, boulon et neutralisation. On a une réduction de l'attention et on applique les effets de fin de round. Donc il y a 5 étapes par lesquelles on va passer. L'avantage, c'est qu'elles sont toutes bel et bien détaillées avec des règles précises pour l'une et pour l'autre, donc il n'y a pas lieu d'oublier quoi que ce soit. Le gros morceau, ça va être l'activation des ennemis. Selon l'attention que vous avez attirée, les ennemis seront plus ou moins attentifs à vos actions et réagiront en conséquence. Si vous restez discret, il y a de fortes chances qu'ils se contentent de patrouiller le secteur. En revanche, si vos actions les alertent,
Soyez sûr qu'ils feront tout pour vous traquer. Lors de cette étape, les ennemis sont activés en fonction de leur carte activation. Et là, on parle des cartes rouges et jaunes. Si le plan comporte au moins un jeton attention, qu'est-ce que j'en ai foutu de mon jeton attention? Ça non, ça non. Il est plus là. Youhou! Bon, à tous les coups, je l'ai défaussé à un endroit où il fallait pas. Je suis sûr que vous, de votre fenêtre, vous êtes en train de le voir, mais vous pouvez pas me dire, mais il est là, à ma droite? Non, il n'est pas à ma droite. Qui est-ce qui l'a vu à ma droite, bordel? Mais c'est dingue ça. Je l'ai peut-être fait tomber. Oh my god. Bon, bon. Ne perdons pas de temps avec ça. Il réapparaîtra le moment voulu. Le petit coquin. Alors, on ne peut pas s'empêcher de chercher quand même. Overall. Tac, 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 tac. Niet. Bon, ok. Donc, s'il y a au moins un pion face rouge, ce sera paquet rouge. À l'inverse, ce sera face jaune pour leur activation. Alors, quand on pioche du rouge, les ennemis mettent l'accent sur la traque des stalkers, qui vont rechercher toutes les sources d'attention rouge. Ces cartes contiennent une section supplémentaire qui est résolue lors de cette étape. Une section supplémentaire. Ah la vache! Ah ouais. Donc, clairement, l'activation des ennemis en rouge, c'est beaucoup plus méchant. Sur les cartes jaunes, ils vont chercher à couvrir divers endroits du plan, parfois même ignorer les menaces en jaune. Les cartes sont pourvues de 2 sections en fonction de est-ce qu'il y a un pion attention ou pas. Donc, c'est quand même beaucoup plus soft, ce qui est nettement mieux. Lorsque vous résolvez une carte activation des ennemis, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, non, c'était les 2 exemples. Ok. Lorsque vous résolvez une carte activation des ennemis, procédez de haut en bas en terminant chacun des points au fur et à mesure. Chaque point est résolu en prenant les ennemis un par un. Ah oui, première ligne, ça les concerne. Deuxième ligne, ça les concerne, etc. Donc on doit entièrement achever une ligne avant de passer au point suivant. Si plusieurs ennemis doivent être activés, commencez par ceux qui sont les plus proches du point d'intérêt. Donc le pion attention le plus proche. En cas d'égalité, il est conseillé de les activer dans l'ordre suivant: vert, rouge, jaune, bleu. Voici les instructions que vous trouverez sur les cartes d'activation des ennemis. Les règles détaillant le déplacement se trouvent page 32, celles qui concernent les attaques, page 33. Ok. Donc là, ça fait référence à tous les petits symboles dans les ronds. On peut avoir, plus un ennemi se déplace d'un maximum de X vers Y. Les ennemis indiqués se déplacent d'un maximum de X cases en direction du point d'intérêt, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur cible ou soient interrompus. Ou alors les ennemis avancent d'un maximum de X cases droit devant eux. Éventuellement, ils pivotent, jusqu'à ce qu'ils aient parcouru le nombre de cases nécessaires ou qu'ils aient été interrompus. On peut avoir les ennemis attaquent une cible en ligne de vue, s'ils ont une cible potentielle, alors généralement les stalkers, si c'est possible. Parfois, les différentes couleurs des ennemis peuvent augmenter ou réduire les dégâts qu'ils infligeront lors de cette attaque. Ok. Et puis, les ennemis scrutent les alentours. Faites tourner la silhouette de l'ennemi dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils aient effectué une rotation complète de 360 degrés.
ou qu'une cible entre dans sa ligne de vue, auquel cas il s'arrête. Ah ouais, c'est pas cool ça. Je pourrais me dire, tiens, il regarde à l'ouest. J'ai 2 tours tranquilles pour m'approcher de lui et utiliser mon poignard. Sauf que, dernière phase du round, activation des ennemis, on tombe sur les ennemis scrutent les alentours. Il pivote, il s'arrête parce que je rentre dans sa ligne de vue de 3 cases. Chiotte. Ah ouais. Dernière application, les ennemis effectuent leur spécial. Donc les ennemis de la couleur spécifiée. Alors attention, hein, on se rappelle que lorsque l'on a plusieurs cartes ennemies sur le plateau, nous avons différents types de couleurs d'équipe en quelque sorte. Et ces couleurs d'équipe vont être affectées par leur activation. Alors c'est bien dans le sens où pour une carte activation, ce ne sera pas forcément les mêmes équipes qui vont agir à chaque fois. C'est une bonne simulation sur le fait de... On ne sait pas qui va jouer, comment ils vont réagir, donc ça renouvelle vachement les parties. Hein. Ok. Si un ennemi dispose d'une ligne de vue vers au moins un pion, attention, déplacer ces derniers de 2 cases en direction de leur propriétaire. Et c'est là où c'est important, hein, cette notion de pion attention. Imaginons que ce soit mon pion attention. C'est pas l'ennemi qui va bouger s'il a une ligne de vue vers un pion attention. C'est le pion attention qui est déplacé de 2 cases vers le propriétaire. Et au tour prochain, il se refocalise probablement sur cette nouvelle direction. Ça leur permet de se repérer en remontant leur piste. Grâce à cet effet, les ennemis qui voient un pion attention sans distinguer son propriétaire sont à même de cerner la position du stalker. Ok. Je regarde juste au sol si le pion n'a pas chuté. Je ne le vois pas comme ça. Bon. Bam, 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 bam. Je vais regarder là. Je ne l'ai pas mis dans une des... Oh putain, si ça se trouve, quand j'ai remis tous les... Ta, 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 ta. Bon, ça va. Je pourrais peut-être faire les 10 ans de la chaîne dans 2 ans. J'ai encore toute ma tête. Oui, oui, vous pouvez m'applaudir. Oui, mais complètement. Ça mérite. Ben voilà. C'est bien, je vais pas m'agacer à la fin de cette vidéo. Ça préserve ma santé mentale. Bon, est-ce qu'il y avait des ambiguïtés là-dessus, là, sur les cartes activation? J'ai envie de dire non. Point par point, ligne après ligne, on fait attention aux équipes et à leurs couleurs. Leur nombre de cases, même chose, hein, c'est marqué là, sur la fiche, ça c'est très clair. Ils sont très stylés, hein, leur fiche d'ennemis, là, c'est vraiment cool. Donc on applique. Uniquement lors de l'étape d'activation des ennemis de la phase des ennemis de la zone, un tir de suppression. Oh putain. Il peut y avoir des effets très méchants. Hein. Je pense que le bourrinage est à proscrire. Même pour se faire plaisir, ça doit pas être une bonne option tactique. Ok. Nombre de stalkers. Certains effets sur les cartes d'activation renvoient au nombre de stalkers. Ça représente une valeur égale au nombre de stalkers dans notre équipe. Et puis le camembert avec les 4 couleurs d'équipe, ça renvoie, que l'on trouve sur les cartes, ouais, renvoie à tous les ennemis présents sur le plan, bah oui. Ah, y compris ceux sans pion équipe colorée. Ok.
Vraiment tous, tous, tous. Ok. Et puis les cibles dans Stalker, tout le monde n'est pas votre adversaire. Ah ouais? Et monstres et bandits ne s'apprécient pas forcément les uns les autres. Les stalkers ne peuvent cibler ou attaquer directement que les ennemis. Les ennemis peuvent cibler les stalkers et les ennemis d'une équipe différente. Excellent. Les cartes compagnons indiquent si ceux-ci peuvent être ciblés par les ennemis. D'accord. Ça, c'est très bien. Parce qu'en termes de gameplay et d'effets scénaristiques, on peut avoir des bandits d'un côté, des mercenaires de l'autre, nous au milieu, et tout ce joyeux petit monde se tire dessus, pan 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 pan. C'est du paintball. Alors ça peut être un autre avantage quand même si on a deux équipes d'ennemis qui se tirent dessus. Avoir les applications, mais c'est franchement bien. Alors les cartes ennemies justement, ils prennent quoi la chiméra. On va faire connaissance avec une chiméra ou un chiméra, j'en sais rien. T'es où? Ah, pardon. C'est une chimère dans notre langage rôlistique. Ouf, j'aime pas le symbole là. Alors, son nom, chimère, ok. En deux, c'est la catégorie. Il peut y avoir des hordes. D'accord, les bandits, c'est une horde. Ah, ok. En deux, têtes de mort, ce sont des élites. Alors, les hordes, ce sont des équipes communes, en grand nombre, faciles à éliminer, mais dont le flot est ininterrompu. Ensuite, on a une catégorie d'élite. Coriaces, frappent fort, sont peu nombreux. Leur apparition est généralement limitée. Ah putain, ça ce sont des boss, des ennemis très rares et extrêmement dangereux. Il est parfois plus sage de les éviter, mais si vous êtes forcé de les combattre, assurez-vous d'avoir un bon plan. Ah ouais, un point de vie, un point de vie, 4 points de vie. 3 de déplacement, 2 de déplacement, 4 de déplacement. Et puis une tripotée de capacité. Et puis on a un type humain, mutant. Certains effets de jeu peuvent renvoyer à ces mots-clés qui englobent certaines différences de règles. Et ouais. La valeur de déplacement de base, lorsque cet ennemi se déplace jusqu'à X cases, il se déplace au maximum de la valeur. Petite interrogation, on a combien de boss? Un pseudo-géant, c'est un boss. L'Islom, c'est un boss. Le rampeur, c'est un boss. Et le cornu, c'est un boss. 8 points de vie. Ah oui. Alors, tac, tac, tac. 30 points de vie. Ah, pardon. Bah, je pense que c'est le Big Max. Hein. C'est pas le Big Mac. C'est le Big Max. 3 points de vie pour l'Islom. Mais attention, hein, peu de points de vie veut dire de sacrées capacités. Le rampeur, 3 points de vie. Ok. 1, 2, 3. On a 4 boss dans la boîte de base. Est-ce qu'il y a un scénario qui implique d'aller faire la chasse au boss? Bon, après, ça peut être un challenge personnel. Hein. Ok. Les ennemis en horde. 4, 5, 6, 7. Et les ennemis élites, 5. Mercenaires sans Ah, pardon, boss chimère. Je t'avais oublié. 2, 4, ouais, 5 boss, c'est pas mal. Mercenaires sensu, poltergeist, contrôleur et les tics, ce sont des élites. Un point de vie, un point de vie, un point de vie, un point de vie, un point de vie. Ah, ça va.
L'élite est plus dangereux, mais on peut les éliminer quand même sur un point de dégâts. Puis alors ces saloperies-là qui sont à l'infini, oui d'accord, il n'y a qu'un point de vie à chaque fois, mais, ça c'est infini. Le rongeur, déplacement de 5, waouh. Le zombie, un seul de déplacement, c'est normal. Les chiens aussi ont une grande valeur de déplacement. Alors bien évidemment que ces chiens-là font penser à Resident Evil, hein. Alors ce qui est bien, c'est que dans la boîte de base, quand même, on a beaucoup d'ennemis différents, il y a de quoi faire. Ok, on reprend notre carte chimère. Point de vie. La plupart n'en possèdent qu'un. Un tir bien ajusté suffit généralement à les éliminer. Les ennemis boss disposent de plus de points de vie et nécessitent une approche plus réfléchie. Un ennemi réduit à 0 est éliminé. Alors, vision, portée de vision, c'est ça. La croix orthogonale, là. Les ennemis peuvent vous repérer à différentes distances. Cette grille indique le nombre de cases dans chaque direction. Si vous vous trouvez dans cette portée, vous êtes dans la ligne de vue de l'ennemi. Le côté arborant un triangle indique l'orientation frontale. Donc sa visée devant lui. 5 cases, waouh. Les capacités. Alors, les capacités, c'est en 7, c'est-à-dire avant les parties du corps. D'accord, la chimère ignore les effets des anomalies, par exemple. Elle a bien de la chance. Donc, capacité, c'est un effet passif ou déclenché. Ensuite, les parties du corps, hein, avec le nombre de succès que l'on doit obtenir pour provoquer des types de blessures. Ok. Parfois, la colonne de droite contient plusieurs effets. Dans un tel cas, résolvez-les les uns après les autres. Ici, pour 14 succès, ça fait moins 1 point de vie et une blessure grave. Donc, moins 1 point de vie, on vient placer le moins 1. Et en plus, on vient lui piocher une carte blessure grave. Ah ouais, on pourrait les placer comme ça. Si cet ennemi est déjà affecté par un pion vulnérable, à la place, il reprend un point de dégâts. Sinon, il reçoit le pion vulnérable. Et en cas de blessure légère, si vous avez de la place, vous pourriez les mettre là ou comme ça. Enfin bref. C'est très bien vu cette histoire de double effet. L'attaque de l'ennemi ici. Et le spécial, alors le spécial, il est bien indiqué là. Est-ce qu'on a beaucoup d'ennemis qui possèdent un spécial? Bah oui, les élites, bien sûr. Ah non, pas tous. Poltergeist, Tic, Sensu, mercenaires. Les mercenaires qui sont élites possèdent un spécial. Par contre, dans la troupaille, le zombie a un spécial, les chiens aussi, le rongeur, les bandits, ouais, super. Les bandits avec leurs différentes armes. Ah, d'accord, quasiment tout le monde a un spécial, bah, super. Bravo. Les types d'ennemis. Alors, on a dit que le type, c'était humain, zombie, mutant, psionique. Les humains, ah oui, alors ça, c'est le fameux tableau qui est repris en page 40 et qui recense aussi leurs différents, c'est bien ça, hein, ouais, stalker, compagnon, ennemi. Humain, psionique, mutant. Très très utile. Les humains vont considérer les fenêtres comme des bords qui sont ouverts. À la mort d'un humain, on va placer un pion butin dans sa case.
La vision de l'humain est généralement limitée à longue portée vers l'avant. Courte portée sur les côtés, rien dans le dos. Et un humain, pour son spécial, ça lui permet généralement de se replier ou d'aller se mettre à couvert. Pour un psionique, les fenêtres, par contre, sont un terrain infranchissable. Il ne lâche pas de butin et il a une bonne vision qui généralement s'étend dans toutes les directions. Quant aux mutants, ils considèrent les fenêtres comme des murs à moins d'être un psionique. Putain. Alors là, par contre, ouais, avant de se mettre les règles spécifiques des psioniques et des mutants, il va s'écouler quelques heures. Hein. Bon, au moins, mutants et psioniques ont une règle commune, ils ne lâchent pas de butin. Et puis sur la vision, bah, c'est spécifique. Mais alors, la vision, je ne m'en inquiète pas trop parce que leur croix de visée est quand même explicite. Mais c'est cette histoire de terrain franchissable et les fenêtres comme des murs. Les mutants considèrent que les fenêtres sont des murs. Ça, par contre, c'est un mur. Clairement, je vais oublier. Hein. Quand on va avoir un... Ah tiens, le zombie n'est pas considéré comme un mutant. Ah bah voilà autre chose, c'est un humain de base. Ok. Mais le coup de penser que le mutant considère une fenêtre contre un mur comme un mur, donc il va pas voir à travers, je vais oublier. Et bah tant pis pour moi. Ah, j'ai oublié une fois, deux fois, trois fois, mais bon. Alors, on en revient à nos fameux pions d'équipe là qui sont au nombre de 4 parce que 4 couleurs. Lorsqu'ils sont ajoutés à une mission, la plupart des ennemis sont dotés d'un pion de l'une des 4 couleurs, ce qui va influencer leur comportement par rapport aux cartes activation. Équipe verte. Ces ennemis sont des boss ou équivalents extrêmement dangereux. Ah tiens, c'est marrant, l'échelle de couleur n'est pas associée à la dangerosité. Pour moi, vert, ça aurait été soft. Bon, ok. En rouge, élite, homme de main, mutant, qui chasse en petits groupes. Jaune, des meutes de mutants ou des groupes d'humains, comme les bandits. Et alors en violet, c'est quoi? Ces ennemis sont des hordes peu organisées qui tirent leur force de leur nombre. Ok. Bon, c'est bien de le savoir. Après, c'est la carte de l'ennemi elle-même hein, qui va nous renseigner sur leur type et ce qu'ils sont censés faire. Alors, les pions ennemis sont recto-verso. Une face comporte un 1, l'autre comporte un 2. Les ennemis dotés de pions portant le même numéro sont considérés comme appartenant à la même équipe. Ah ouais, c'est pas une équipe par rapport à la couleur, mais c'est une équipe par rapport au nombre. Mais dans une équipe, on peut avoir un boss. Dans l'équipe 2, on peut avoir un boss et des trous du cul de mutants ou des groupes d'humains. Et dans l'autre équipe, on peut avoir des gardes d'élite avec des hordes. Ça, faut y faire gaffe. On pourrait même avoir un seul boss dans l'équipe 2 et l'autre équipe sur le terrain composée des autres types. Ok. Alors, on a une exception. Un ennemi dépourvu de pions est considéré comme un adversaire des équipes 1 et 2. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, dans l'exemple, les deux bandits là qui sont numérotés 2 partagent la même équipe. Ils ne se cibleront pas l'un l'autre. S'ils croisent le snork qui appartient à l'autre équipe, numérotée 1, ils pourront l'attaquer. D'accord. C'était bien ça. Attention donc
Bon, c'est pas compliqué. C'est juste la mécanique à se mettre en tête. Pas de point en jaune, non. Il n'y avait pas un truc qu'il fallait que je revoie, ça m'a fait dire, mais attention. Tu, tu, tu. Non, non, on doit être bon. Ok, ok, ok. Alors, leur déplacement au petit coco, là. Faut que je fasse gaffe à l'heure. 9h30. Ouais, 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 ouais. Mais mince, mince. Parce que là, on attaque quoi? Les déplacements des ennemis. Alors, yes. Et après, les attaques. Ah ouais, j'aurais bien aimé faire les 1, 2, 3 pages. 10, 20, 30. Ouh, you, 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 une grosse demi-heure peut-être. Je réfléchis, hein. On va déjà faire la règle du déplacement parce que après on en viendrait à l'attaque. On va voir. Allez les gars, bougez-vous le fion. Deux types de déplacement. Se déplacer ou avancer. Ok. Quand il se déplace, il progresse vers une cible en choisissant le chemin le plus court, en s'orientant vers la case dans laquelle ils se rendent avant d'effectuer leur déplacement. Et il répète cette procédure autant de fois que l'action de déplacement le demande, ne s'arrêtant qu'après avoir atteint la case ciblée ou avoir franchi la distance maximale. Ok. S'ils n'ont pas atteint leur destination et qu'ils ne sont pas orientés dans la direction qui leur permettrait de continuer le déplacement, orientez-les afin qu'ils les soient. Exemple, les snorks se déplacent vers le pion à tension rouge du stalker vert. Lors de ce déplacement, le snork obtient une ligne de vue sur le stalker vert. Son déplacement est immédiatement interrompu. Et comme il dispose à présent d'une ligne de vue sur le stalker vert, ce dernier place son pion dans sa propre case. Ah oui, ça c'est une mécanique à laquelle il faut faire gaffe. Là, le snork, en se déplaçant d'une case au milieu, comme il y a une porte, bim, ligne de vue sur sa droite. Ok. Ça va être un élément de jeu que je vais oublier, hein, de rapatrier le pion attention vers soi, ou tout du moins de le bouger. Ça viendra au fur et à mesure. Alors ça, c'est un déplacement, ok, mais alors avancer, c'est quoi? Ça indique que les ennemis patrouillent sans surveiller les alentours outre mesure. Quand le jeu fait avancer un ennemi, celui-ci va de l'avant, ne pivotant que si sa progression est bloquée. Dans un tel cas, il pivote le moins de fois possible jusqu'à pouvoir continuer à avancer. Les mots-clés déplacement et avance sont toujours suivis de valeurs numériques indiquant le nombre de cases que la figurine peut franchir. Cette valeur est parfois accompagnée du symbole flèche qui renvoie à la valeur de déplacement indiquée sur leur propre carte. Ok, donc on peut avoir différentes notions en nombre de cases. Exemple, dans le cas du zombie, l'action se déplace jusqu'à flèche ne permet au zombie que de se déplacer de une case, mais l'action se déplacer jusqu'à 2 permet aux zombies de progresser de 2 cases, même si les zombies peuvent... Ah oui, même les zombies peuvent avoir des sursauts de vitalité. Ok. Ok, ok. Donc si on va balayer un petit peu de carte jaune là. Les ennemis de toutes les couleurs d'équipe avancent d'un maximum de
X cases donc de leur valeur. Leur valeur. Maximum de X. Maximum, ouais. Ah voilà. Les ennemis de toutes les couleurs de camp se déplacent d'un maximum de 2 cases. Ok. Donc, ou bien déplacement, ou bien avance. Bon, en jaune, on est plutôt sur du déplacement à chaque fois. Ah non, là, il y a une avance. Bon, il faudra vraiment faire attention sur les deux termes utilisés. Les cas d'interruption d'un déplacement. Quand ils se déplacent, les ennemis sont attentifs à leur environnement. S'ils repèrent une cible, ils ne continuent pas à suivre aveuglément leur but initial. Si à tout moment lors de son déplacement un ennemi dispose d'une ligne de vue vers une cible potentielle, ou s'il bénéficie déjà d'une telle ligne de vue, il s'arrête immédiatement. Ok. Certains déplacements indiquent qu'ils ne peuvent pas être interrompus. Ah ok. Une interruption ne provoque pas une attaque immédiate, pas plus que toute autre action. Oui, les attaques et les actions éventuelles, c'est en fin de round. Si une interruption se produit pendant la résolution d'une carte activation, continuez normalement la résolution de celle-ci. Ok. Mécaniquement, il va falloir faire attention à ce que l'on nous dit de faire là. Hein. Pour les déplacements donc. L'attention maximale quand elle est rouge. Dès qu'un ennemi dispose d'une ligne de vue vers un stalker, oui, on doit placer notre pion attention rouge sur nous. Ça a été dit et répété. Et alors, le cas d'un déplacement d'un ennemi quand on a une case comble. Ils ne peuvent pas terminer leur déplacement dans une case comble. Si cela devait se produire, il termine son déplacement dans une case adjacente, comprise dans son trajet, donc une case juste avant. Si cette case est également comble, l'ennemi choisit le chemin le plus court suivant pour effectuer son déplacement. D'accord. Les ennemis peuvent traverser des cases combles n'abritant pas de cible potentielle, mais s'ils le font, ils ne peuvent pas être interrompus dans cette case. Ouais, ils sont obligés de progresser au-delà. Je pense que le cas de casse comble ne devrait pas se produire trop souvent. Je me fais peut-être une mauvaise idée du jeu, mais... Ok, alors l'exemple là. L'exemple là va être particulier. On a dit que... Alors, toujours le snork, le plus à gauche, en vert, veut se déplacer vers la tension rouge la plus proche. Donc la plus proche, ça va être celle qui est en bas par la porte. Le pion attention du stalker bleu est le plus proche car le trajet qui y mène ne contient pas de coin. Ah putain, ouais d'accord, blâme. Pour l'atteindre, le snork se déplace dans une case qui devrait lui donner une ligne de vue sur stalker vert. Mais cette case étant déjà comble à cause de ces deux congénères au milieu là, ah oui d'accord, il n'interrompt pas son déplacement et rejoint la case contenant l'attention rouge du stalker bleu. Ouais, c'est vraiment un cas de figure ultra particulier parce que entre le snork et sa ligne droite, on a une case comble. Bah, il ferait mieux d'attaquer les deux gus qui sont humains et qui le gênent. Ça nous rendrait service.
Oui, 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 je suis pas en phase avec la règle des déplacements. Bien sûr que ça va s'appliquer, hein, il faudra juste ne pas bourriner sur la lecture de la carte pour bien appliquer la règle. Mouais, ne pas bourriner. Tu vas savoir faire ça, Friedrich von Moriarty. Bien sûr que je vais savoir faire ça. Euh, ok. Déplacement des ennemis casse-courbe. Ouais. Et puis ouais, c'est ça, hein, on va avoir des. Première attention à porter, c'est entre se déplacer et avancer. Seconde attention, ça va être sur le fait d'interrompre le déplacement. Et enfin, est-ce que la case va être comble ou pas? Yes. Qu'est-ce qu'on a là? La rotation pendant le déplacement. Quand un ennemi se déplace dans une case adjacente, il le fait toujours en étant orienté face à cette case. Pour cela, il arrive parfois que l'ennemi doive pivoter avant son déplacement. La rotation ne réduit pas le nombre de cases, bon ça c'est logique, mais peut causer une interruption dans son déplacement. Ouais, s'il pivote et qu'il nous voit ou qu'il voit un pion attention, ça peut avoir une incidence sur son déplacement. Et puis la notion de chemin le plus court, c'est celui qui nécessite de se déplacer du plus petit nombre de cases. Si plusieurs chemins comportent le même nombre de cases, on applique les règles de partage des égalités en page 14. Ça, j'avais mentionné que ce serait probablement pas. Voilà, élément le plus proche et chemin le plus court. Bon, c'est normal qu'on ait ce type de règles hein, pour la bonne gestion des déplacements des ennemis. Au bout d'un moment, je me prends plus la tête, moi, hein. C'est celui qui est le plus proche, bim bim, bon bah tu viens là, et puis pour le reste, nous aviserons. On était en page combien? On était là, en page 32. Ok. Règle de déplacement des ennemis. Ouais, ouais, très bien. Bon, je vais stopper là. Parce que l'attaque des ennemis après leur déplacement, ça, ouais, ça va faire l'objet d'une section spécifique. Donc, nous reprendrons tout cela la prochaine fois pour bien avancer. Par contre, il va falloir que j'anticipe sur le type de page. Ah, si ça se trouve, la prochaine vidéo sera relativement courte en fonction de ce qu'on l'on va avoir. Parce que les 44 pages, ouais, si ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va s'en démerdouiller, hein. Ok, ok, ok. C'était pas un si gros morceau que ça. Alors, ceci dit, pour les ennemis, activation, attaque, c'est pas terminé. Mais ça va, dans l'ensemble, à 90%, ça restait quelque chose de soft. Un truc qui m'intéresse, si à ce stade vous avez vu cette vidéo et que vous en êtes là, et que vous avez le jeu, est-ce que les combats, étape par étape, sont si compliqués ou non? C'est de ce que moi j'en ai en tête, c'est plutôt bien détaillé. Un petit retour là-dessus, ça peut me faire progresser. Allez, on dit quoi? Ben, on dit à très vite et puis on dit, cher stalker, salut, salut.